Bienvenue sur Ici Écho. Le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal Ben Farhan, s'est dit confiant dans l'avenir du Liban grâce aux orientations réformistes définies dans le discours d'investiture du président Joseph Aoun, qu'il a reçu jeudi passé au palais de Barabda. La visite de Faisal Ben Farhan à Beyrouth, la première d'un dirigeant saoudien au pays du Cèdre, depuis 15 ans, marque officiellement l'ouverture d'une nouvelle page entre les deux pays. Dans sa déclaration à Barabda, M. Ben Farhan a affirmé avoir transmis au président Aoun les vœux des dirigeants saoudiens pour son élection à la tête de l'État, se disant confiant dans la capacité des nouveaux dirigeants libanais à saisir l'occasion qui se présente à eux pour mener ces réformes et œuvrer sérieusement dans l'intérêt du Liban. Durant cet épisode, nous suivons le processus de formation du nouveau gouvernement avec le début du nouveau mandat. Quels sont les principaux défis auxquels ce gouvernement est confronté? Quel plan de sauvetage et de réforme doit être mis en œuvre par où commencer? Comment le Liban peut-il retrouver le chemin du redressement? Et quelle est l'importance de la restructuration du secteur bancaire? Nous aborderons ces sujets et bien d'autres avec le professeur d'économie à l'université libanaise, Jassem Aja. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Aja. Merci, le plaisir est pour moi. Donc nous allons commencer par la visite aussi importante du ministre des Affaires étrangères saoudien au Liban, Faisal Ben Farhan. Quelle est l'importance de rétablir les relations entre le Liban et le Golfe? Je voudrais vous dire que le Liban ne peut pas s'en sortir, et ça c'est un acquis, ne peut pas s'en sortir tout seul de la crise là où il est actuellement. Et donc il a besoin d'aide. Alors, je parle bien entendu d'aide financière. Alors l'aide financière ne pourrait jamais venir que des pays du Golfe. Pourquoi? Parce que si vous voulez, en fait, historiquement, ce sont les pays qui ont aidé le Liban, mais aussi il y a ce qu'on appelle une sorte de division ou de distribution de l'influence en ce qui concerne le financement. Un pays comme la France, auquel on est attaché, ne peut pas financer en fait le Liban et l'économie libanaise. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France a ses propres problèmes. Donc la dette publique est énorme, gigantesque, donc on ne peut pas le faire. Alors, donc, rétablir les liens avec l'Arabie Saoudite est un must. Et ça, c'est très important. Maintenant, revenons à la réalité. La réalité, elle a été donnée ou elle a été, je dirais, quelque part dictée par les ministres des Affaires étrangères des pays européens, de l'Union européenne, en 2020, à l'époque où Mustafa Adib était donc chargé de former le gouvernement. Ils avaient à cette époque mis en fait deux conditions spécifiquement pour le Liban. Ils ont dit que nous voulons un gouvernement qui soit capable d'isoler le Liban des confrontations donc militaires et politiques du Moyen-Orient. Et deuxièmement, ils veulent un gouvernement qui soit capable de faire des réformes économiques. Alors, la première condition est réalisée, que je dirais quelque part, d'une façon ou d'une autre, c'est une partie politique, je ne voudrais pas entrer là-dedans, mais de toute façon, on a cette constatation. On est presque isolé, je dirais quelque part, des problèmes historiquement, je dirais quelque part, de la région. Deuxième histoire, c'est les réformes. Sans réforme, aucune aide. Aucune aide, aucun support. Ça, c'est clair. La visite du ministre saoudien n'aura pas en fait réellement de traduction sur le terrain de quelque chose de tangible que si et seulement si on commence les réformes. Et les réformes, comme vous le savez, c'est les serments donc, du président, donc il l'a dit clairement. Mais personne ne conteste que le Liban doit définir sa politique étrangère pour rectifier ses relations avec les pays du Golfe. Alors, j'avais écrit à un moment donné, en fait, la relation entre la neutralité et la croissance économique. Donc ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention parce qu'il y a beaucoup qui parlent, et surtout le patriarche maronite, donc, qui avait parlé à un moment donné ce qu'on appelle la neutralité, je dirais, positive, en d'autres termes. Et donc, j'avais regardé un tout petit peu. Et quand on parle de neutralité, le premier pays auquel on pense, c'est bien sûr la Suisse. Donc la Suisse, alors j'avais suivi le parcours que la Suisse avait pris. Et donc,
Et donc, je vais constater que, effectivement, la neutralité, c'est un atout. Alors, c'est une politique étrangère en soi-même, d'accord? Personne ne pourrait contester le fait qu'être neutre, ça ne veut pas dire ne pas prendre des positions, mais la neutralité a ses propres définitions. Et surtout en ce qui concerne, par exemple, ne pas s'impliquer dans l'invasion d'autres territoires, d'autres pays, Juste mais pour se surtout protéger, ne pas permettre même à des alliés d'utiliser le territoire national pour mener des attaques pour contre transmettre des messages aussi. Et donc, la neutralité, on pourrait la jouer. Et donc ça, c'est en soi-même, c'est une politique étrangère. Alors pourquoi ne pas la suivre? Juste pour le rappeler, la Suisse avait vendu des armes, mais aussi plein d'autres choses pendant la Deuxième Guerre mondiale aux Alliés, mais aussi au régime nazi et à ses alliés. Et donc, on comprend très bien que ça a un intérêt économique pour le Liban de suivre ce côté-là. Et je pense que les pays du Golfe, premier financement donc pour le Liban, pour la reconstruction, etc., et pour les investissements économiques, je crois honnêtement là-dessus qu'ils ne seront pas contre. Donc cette neutralité, ils ne veulent pas vraiment, et ça on le constate, parce que d'après les déclarations, au moins, je pense qu'on pourrait prendre ce choix, et ça c'est une politique étrangère. J'espère que le président va pouvoir imposer ça. Le président de la République, le général Joseph Aoun, a évoqué durant son discours d'investiture une diplomatie économique. De quelle diplomatie économique le Liban a-t-il besoin? Aujourd'hui, on a en fait un problème, et ça je le dis de toute façon toujours. Dans des pays, par exemple, comme la Macédonie, il y a un ministre pour les investissements. Donc, il y a un ministre d'investissement, des investissements. C'est un ministre, comme tout. En fait, son rôle, c'est tout simplement un commerçant. Vendre donc des investissements dans son propre pays. Et quand on regarde un tout petit peu la courbe d'investissement en Macédonie, comment elle est depuis, je dirais quelque part, la guerre des années 90, on se rappelle tous la frappe américaine contre la Serbie, etc., etc. Donc depuis ce temps, on voit que les investissements augmentent vraiment de façon importante. Alors pourquoi cela? C'est parce qu'ils ont utilisé la diplomatie. Quand ils vous saluent avec la main, et en plus, ce n'est pas une question de protocole ou pas, et lui-même, il va vraiment dans les sociétés, il va voir des patrons dans le monde entier. C'est vraiment un salesman. Je pense que la diplomatie donc, libanaise à ce stade pourrait jouer un rôle important. On avait nommé à un moment donné pas mal de conseils, de diplomates économiques, des économistes principalement. On ne sait pas exactement ce qui a été fait à ce stade, mais une chose est importante, c'est qu'on pourrait reprendre un morceau du plan de Mackenzie à ce stade. Pourquoi ne pas vraiment faire le marketing du secteur tourisme au Liban, dans les pays là où il y a une présence libanaise importante? Alors ça, c'est une idée assez importante, on pourrait la faire. Deuxièmement, pourquoi ne pas vraiment essayer de trouver d'autres marchés pour les biens et services libanais. Alors ça, c'est pas quelque chose de simple, pas évident, surtout qu'on a besoin, pas de la part du ministère des Affaires étrangères, mais c'est vraiment de la part du gouvernement. Donc vous êtes convaincu ou bien vous êtes d'accord avec l'idée que nous avons besoin d'une diplomatie économique? Absolument, absolument. Je pense qu'on a besoin de plus de ça. On a besoin d'un vendeur, un ministre qui a la capacité... Qui vend la valeur ajoutée du produit libanais et surtout, du service libanais. Et surtout que chaque fois qu'il va en visite, qu'il aille en visite quelque part, en fait, dans un pays, il faut qu'il revienne avec des investissements. C'est ça son but, et c'est ça les objectifs que je dirais le gouvernement peut fixer à ce ministre, c'est vraiment de chercher des investissements partout dans le monde. Et ça, je pense que c'est important. Alors, quels sont les arguments qu'il pourra utiliser? C'est très important.
D'abord, un retour sur investissement implacable. Je dirais quelque part, quoi qu'on fasse, on ne peut pas trouver meilleur placement qu'au Liban. Bien entendu, il y a le côté sécurité, surtout après l'échéance, le milestone qu'on va avoir dans 2-3 jours. Le retrait israélien, parce que ça c'est une indication économique importante en ce qui concerne la confiance. Si ça ne se réalise pas, tout ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment, ça va être gelé. En question. Mais si c'est vraiment ça se réalise, et puis il y a un retrait israélien, donc des territoires occupés, là je pense qu'on a vraiment quelque chose d'assez beau qu'on pourrait avoir. Mais il y a un retour sur investissement extrêmement important. Il y a le secteur gazier et pétrolier en général. Il y a la reconstruction du sud du Liban et de la vallée de Bekaa, mais aussi la reconstruction de la Syrie. Ça va prendre du temps parce qu'il y a le système, ou plutôt le système politique, le régime qui est là-bas n'est pas encore, en fait, on n'a pas une idée assez claire, surtout qu'il y a trop de partis, donc de groupes paramilitaires. On ne sait pas exactement comment ils vont contrôler ces groupes. Et donc, il y a aussi un indicateur extrêmement important, c'est l'ambassade des États-Unis au Liban. Sa taille, quand même, ça a des indications au niveau économique. Très bien, c'est clair. Ça. Surtout, et ça c'est important, il pourrait y avoir au Liban la possibilité en fait de faire en fait des pipelines pour le gaz qui partent de Tripoli et qui peuvent aller en fait vers le nord, donc la Turquie vers l'Europe. Surtout que je pense que parmi les raisons, ou plutôt les raisons géopolitiques qui ont mené en fait à ce qui s'est passé en Syrie et même au Liban, une partie de cela, ça revient à ça. C'est l'histoire du gaz. Pourquoi est-il impératif d'accélérer la formation d'un nouveau gouvernement? Êtes-vous d'accord que dire, ou bien pour dire que le discours d'investiture du président Joseph Aoun pourrait constituer une base importante pour la déclaration ministérielle? Alors, il y a en fait, je ne sais pas pourquoi on s'attache à la déclaration ministérielle, parce qu'aucun gouvernement dans l'histoire du Liban n'a respecté la déclaration ministérielle qui a été faite à cette époque. Aucun gouvernement. Donc, aucune formation n'a réussi à vraiment s'engager à 100% là-dessus. On dit quelque chose, c'est comme si vraiment un examen de passage pour le Premier ministre. Il se tient debout devant les députés, il prononce son discours, on l'applaudit, voilà, boum, et ça y est, c'est bon. Non. Quelque part, je pense que le discours du serment donc, du président de la République, c'est lui-même, donc on peut le prendre comme déclaration ministérielle. Comme déclaration ministérielle. C'est fini. On n'a pas besoin vraiment de plus que ça. À la limite, pour la forme, on pourrait peut-être réaménager un tout petit peu les points, élargir quelque part, mais c'est exactement ça. Je veux dire, quand on parle qu'il y a une exclusivité des armes, donc pour l'État libanais, d'accord, pour je dirais quelque part les institutions officielles donc au Liban comme l'armée libanaise, etc. Donc le président de la République a répété ça 3 fois, ou 2 fois, je ne me rappelle pas, mais il a répété ça. Donc est-ce qu'on pourrait, dans la déclaration ministérielle, ne pas prendre en compte cela, ou à la limite faire quelque chose qui soit contraire à cela? Je ne pense pas. Quand il parle de la réforme donc, de la justice, il a bien insisté sur le monopole des armes aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qui est important ici. Donc. Et quand on parle en fait de l'indépendance de la justice, est-ce que... c'est ça. Permettez-moi de vous poser cette question. Le président de la République insiste sur l'importance de la justice et son indépendance en affirmant qu'il n'y aura aucune immunité pour les criminels et les corrompus. Juste pour dire que il a aussi insisté sur la lutte contre le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Quelle est l'importance de ces engagements au niveau économique? Alors, je commence avec la deuxième, parce que la première, elle est beaucoup plus, je dirais quelque part, costaud, c'est beaucoup plus
plus gras. Il faut vraiment s'attaquer à cela. Mais pour le deuxième, je pense que c'est un message pour les pays du Golfe. Parce que vous le savez très bien, on a été en fait interdit d'exporter vers les pays du Golfe à cause d'un certain nombre donc, Donc l'histoire du Captagon. Exactement. Donc ça, c'est un message assez clair. Faire figurer ça dans le serment présidentiel, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça envoie un message assez fort pour les pays du Golfe. Donc c'est comme un tout petit peu à la libanaise, Al-Amrouli. Donc, la décision est pour moi. Donc, je voilà. prends la décision. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est pas surprenant de la part d'un ex-chef donc de l'armée libanaise. D'accord. Donc il a la main forte qui frappe. Et au niveau de la justice? Alors, au niveau de la justice, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans les systèmes libéraux, et surtout au niveau économique, personne n'a le contrôle sur l'économie à part la justice. Personne ne pourrait arrêter bien sûr, dans les pays sous-développés, l'État parfois utilise ses organes de façon mafieuse. En faisant de la pression sur les acteurs économiques. Mais je dirais quelque part dans un pays sain, aucun contrôle sur le jeu économique qu'à part de la justice. Donc, comment vous voulez donner de la confiance aux investisseurs, aux acteurs économiques, si on n'arrive pas vraiment à avoir un contrôle sur le jeu économique? Et donc, c'est pour cette raison, je dirais quelque part, s'il faudrait commencer avec... C'est ça. Quelque chose au niveau des réformes, c'est vraiment avec l'indépendance de la justice. Et je pense que Et ça va aider aussi au niveau du retrait du Liban de la liste grise. Exactement. De FATF. Ouais. Exactement Parce que le rapport de FATF a bien insisté sur l'importance des réformes au niveau de la justice. Exactement. Et surtout qu'il a dit, il a fait figurer, donc de toute façon, les rédacteurs de ce rapport avaient bien marqué que toutes les preuves de condamnation d'un certain nombre donc, de personnes étaient présentes en fait chez les services secrets, que ce soit celle de l'armée libanaise, de la sécurité intérieure et aussi Amn Daouli, donc la sécurité de l'État. Et il a dit que bien entendu, c'était le problème, c'était chez la justice et la pression qu'exerçait quelque part la classe politique sur la justice. Donc il faudrait l'indépendance de la justice. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et je pense que si vous avez constaté cela, c'était dans le serment présidentiel, et c'était bien vraiment, ça a été placé le premier. Et je pense que c'est une bonne chose de commencer avec cela. Ça, c'est clair. C'est une gage de confiance pour les acteurs économiques. Parmi les principaux défis et dossiers qui attendent le gouvernement, donc il faut commencer par, nous avons le sujet du budget 2025, nous avons la liste grise de FATF, nous avons la restructuration du secteur bancaire, la reconstruction des dégâts causés par la guerre, l'échéance des euro-obligations, et les négociations avec le Fonds monétaire international et la mise en place d'un nouveau plan de relance. Par où commencer? Je pense que ces dossiers ne sont pas indépendants les uns des autres. Je pense que quelque part, tout ça, ça converge vers, d'une façon ou d'une autre, le budget 2025. Expliquez-moi cette corrélation qui existe entre ces dossiers. Alors, je vais vous dire, la restructuration du secteur bancaire est obligatoirement quelque chose qui va affecter le budget national 2025. Pourquoi? Parce que le gouvernement est responsable. Donc, comme on dit, c'est le principe de la continuité de l'administration. Les gouvernements successifs étaient responsables de dépenser l'argent des déposants. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Personne ne peut le nier. Comment? Tous les gouvernements qui avaient à un moment donné ou un autre gouverné, même pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, avaient utilisé l'argent des déposants par le biais, que ce soit directement le secteur bancaire, l'achat des eurobonds, ou par le biais de la Banque centrale. Est-ce que cela n'a pas continué avec Hassan Diab et Najib Mikati? Je ne suis pas d'accord. Ah, dites-moi pourquoi. Je ne suis pas d'accord parce que, si vous voulez, en fait, avec Hassan Diab, à un moment donné,
Bien entendu, on avait déclaré le défaut de paiement. Donc on a été Le fameux isolé. mars Oui, le fameux 7 mars et la décision historique. qui nous a Jusqu'à coûté. maintenant, il y a des attaques donc, sur les réseaux sociaux pour les gens qui avaient critiqué Le la défaut de- décision du défaut de paiement. Mais regardez, ça va traîner avec nous jusqu'à 30 ans, Qui d'ici nous a jusqu'à coûté 30 ans. combien? Je pense que c'est beaucoup d'argent. Regardez, juste imaginez-vous cette politique de subvention qu'il avait imposée à la Banque centrale de faire. En fait, c'est ça ce qui a fait épuiser les réserves de la Banque centrale. Et une bonne partie de cet argent, ça venait directement donc, de l'argent des déposants. Alors, ça, c'était une décision mauvaise. Donc, je voudrais vous dire, donc là, à ce stade, Hassan Diab, ou plutôt son gouvernement, parce qu'il n'y a jamais une responsabilité individuelle, surtout après la constitution du Taïef en 1991, donc c'est toujours une responsabilité collective, mais aussi le gouvernement donc, de Najib Mikati, et donc à l'époque, même je dirais jusqu'à maintenant, il y a un financement indirect. Hein. En utilisant le dépôt des déposants. Écoutez, je vais vous le dire. Dans le budget 2025, on n'a jamais vu quelque part ce qu'on doit au gouvernement irakien en termes de prix de fuel. Il y a jusqu'à maintenant l'équivalent de 2 milliards de dollars en livres libanaises. Ça ne figure pas dans le budget 2025. Où est-ce que ça se trouve ça? Ce n'est pas dans l'air, c'est dans le budget de qui? De la Banque centrale. Donc la Banque centrale continue jusqu'à maintenant de financer cela. Mais juste expliquez-moi comment le plan de Saad Echim ou bien du gouvernement de Najib Mikati visait à détruire le secteur bancaire. Le désir étranger, c'est faire plier la décision politique donc, des Libanais. Et ça devient beaucoup plus facile quand on est en situation économique assez difficile. Le souhait interne, c'est d'effacer les crimes commis donc, contre l'argent public et les finances publiques par les responsables. Et ça, du moment où on fait faillite des banques, ou d'un certain nombre de banques, je ne sais pas combien, avec les fameux plans du vice-premier ministre. Saad Echim. C'est vous qui l'avez nommé, moi j'ai rien dit. Nous avons un seul vice-ministre, c'est ça? Donc, vice-premier ministre. Tout ça, ça visait une seule chose, c'est vraiment détruire le secteur bancaire. Alors, et quand vous essayez de donner juste une explication... Non, permettez-moi cette juste question. une chose. Oui, mais juste à propos de la gestion de la crise ici. Comment le plan du vice-président Saad Echim avait comme but, ou bien allait entraîner la destruction totale du secteur bancaire? Permettez-moi. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai de l'argent déposé dans une banque. Ça, personne ne peut enlever, gérer cet engagement de la part de la banque vers moi. Personne. Et même, il n'y a pas de loi, à part une seule, c'est vraiment quand la banque fait défaut. Là, j'aurai 75 millions de livres libanaises, l'équivalent d'à peu près 800 dollars, juste comme remboursement. Donc ça, c'est, quelque part, en fait, je dirais c'est ridicule. Et même c'est une catastrophe pour les Libanais, pour les déposants qui ont vraiment travaillé dur pour voir, en fin du compte, avoir 800 dollars, c'est ridicule. Mais écoutez, aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait normal. Par exemple, en 2023, plus que 540 banques américaines avaient fait défaut. Mais il y avait une partie des dépôts qui étaient assurés, on les a remboursés, une autre partie non. L'idée de base là-dedans, c'est que quand on fait faillite la banque, d'accord, quand on la force à faire faillite, qu'est-ce que vous allez voir? Vous avez fermé la clé en fait à n'importe quel retour ou réclamation auprès de la justice, parce que la banque n'existe plus. Et donc, je pense que quand ça va sortir, tout ça enveloppé dans une loi qui sort du Parlement libanais,
Le juge, qu'est-ce qu'il fait, le juge? Le juge, il fait respecter la loi, il fait rien autre chose. Et donc, quand ça va faire, en fait, ils vont faire sortir ça dans une loi, là, ils seront complètement protégés contre n'importe quel, je dirais quelque part, questionnement au niveau de l'argent public. Et ça facilite la chose. Pourquoi? Parce que l'État n'a plus de dette. En efface ça. 85% de la dette libanaise était interne selon le rapport de la Bank of America Merrill Lynch en novembre 2019. Donc, oui, les plans plutôt du vice-premier ministre, vraiment ça visait à détruire le secteur bancaire dans le but d'effacer les crimes et de faciliter la vie au niveau de la négociation avec le FMI. Indépendamment de ce que vous pensez du secteur bancaire, si vous pensez qu'ils sont responsables ou pas, je pense que c'est le rôle de la justice, d'une justice indépendante de répondre à cela. Mais quand vous détruisez la banque, vous avez détruit votre propre argent. C'est pour cette raison on est contre ces plans. Maintenant, ce que dit le président de la République, Joseph Aoun, il dit tout simplement, c'est quoi? Je vais essayer de protéger l'argent des déposants. Et ça veut dire qu'en principe, on n'aura pas ce problème de défaut ou de déposer le bilan de la part des banques. Trouver une solution, ce n'est pas très difficile. On en a déjà discuté avec vous ici sur votre plateau. Et je pense que c'est tout à fait faisable si vraiment deux choses se réalisent. La première, faire respecter l'accord de cessez-le-feu. Et deuxième chose, commencer les réformes et en tête l'indépendance de la justice. Donc, vous êtes d'accord pour dire que la restructuration du secteur bancaire doit reposer sur des principes scientifiques? Ah oui, absolument. Et donc, qui au final active la croissance économique. Vous êtes économiste de formation, Monsieur Maurice, et vous le savez très bien. Aucun secteur bancaire dans le monde entier ne pourra, en fait, ou ne détient vraiment du cash autant que des dépôts. Jamais ça n'existe. La moyenne, c'est 15%. Donc, on est capable de respecter les 15%. Il faudrait juste rétablir la confiance. Et la confiance, elle a deux choses, deux pieds, je dirais, quelque part. C'est respecter l'accord de cessez-le-feu et deuxièmement l'indépendance de la justice. Ces deux-là, c'est fini. Je veux dire, on a rétabli. La justice va questionner et juger les responsables de ce qui s'est passé avant. Et puis, le premier, ça va garantir les aides internationales. Et à mon sens, je pense que nous n'avons pas le droit de détruire le secteur bancaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner ce dossier à la justice pour vraiment déterminer les responsabilités. Il me reste 3 minutes, mais je dois vous poser la question à propos du budget 2025. Donc, vous êtes d'accord que le gouvernement doit récupérer ce budget-là ou bien ce projet de loi? Obligatoirement, je le pense, honnêtement. Je pense que ce projet de loi est loin de la réalité. Ça se trouve, en fait, à une année-lumière de la réalité. Donc, rien à voir avec la réalité. Vous savez bien que moi, et même les téléspectateurs, ils le savent très bien comment ça a été voté. Ça a été voté comme ça. En fait, une bonne partie des ministres, à cette époque, n'étaient pas même présents au niveau donc, de la réunion du Conseil des ministres. Je pense qu'il faut, pour comment on dit cela, pour la crédibilité du gouvernement, il faudrait obligatoirement rétablir un autre budget et le former comme un amendement à ce projet parce qu'il est sorti en termes de décret de la part du gouvernement. Donc, il faudrait amender cela par un nouveau projet de loi qui vraiment tient de la réalité. Mais la réalité, quand même, elle va se déterminer, comme je vous l'ai dit, par deux choses. Le cessez-le-feu, est-ce qu'on va le respecter? Et deuxièmement, l'indépendance de la justice, parce que je pense que c'est la porte pour toutes les réformes qui vont suivre. Professeur Jassem Adja, je vous remercie. Vous êtes professeur en économie à l'Université libanaise. Merci à vous. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.